comptons aujourd'hui 421 jours d'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie est et nous souhaitons tous que la paix revienne dans cette partie du pays. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information sur nos antennes. Nous ouvrons ce journal par le rappel du 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba. Tous les chefs d'État africains présents au 21e sommet de l'Union africaine sont confiants de l'avenir radieux et précieux du continent africain. Anake Mulunda, Jean-Paul Baziaka. Je suis africain, je suis de l'Union africaine. À travers ces mots très illustratifs, il était question pour l'Union africaine de rappeler le sens de l'unité des peuples africains. Très significatif également, le thème du jubilé d'or de l'organisation continentale. Je cite, panafricanisme et renaissance africaine. Fin de citation. Tous les messages, tous les discours et tous les débats ont tourné autour de ce thème. Invités de l'UA et personnalités importantes qui ont pris la parole à la tribune du cinquantenaire ont chacun exprimé les raisons du retour aux idéaux du panafricanisme et de la renaissance africaine qui ont fait triompher la solidarité et l'unité des pères fondateurs dans les années 60. Tous se sont déclarés pour le retour aux idées forces des défenseurs de la liberté politique. Les chefs d'État se sont dit optimistes sur la confiance en ces continents, en ses capacités, en ses ressources humaines, en ses ressources naturelles et en leur partage équitable, ainsi qu'à son obligation à prendre en main sa propre destinée. À cette occasion, les dirigeants africains ont adressé un important message à toute la jeunesse africaine. Nous retiendrons notamment cette phrase restée célèbre et qui cristallisera toutes les énergies à l'horizon de l'an 2063. Je cite, « La principale responsabilité des jeunesses actuelles et futures d'Afrique est de créer un continent débarrassé de la pauvreté et des conflits, et une Afrique dont les citoyens auraient des revenus moyens. Nous voulons une Afrique unie, en paix et prospère dans toutes ses dimensions. » Fin de citation. Le nouvel esprit de panafricanisme devrait inspirer les générations actuelles et futures pour la réalisation des rêves des pères fondateurs de l'OUA-UA. Et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Dr Zuma, d'inviter les États membres à agir avec plus de solidarité et d'unité, de la même façon que les fondateurs de l'OUA en 1963, en se battant pour la libération totale de tous les Africains. Il faut signaler que les anciens chefs d'État africains se sont joints à la célébration des 50 ans de l'Union africaine. Il s'agit de Joachim Chissano du Mozambique, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, John Rawlings du Ghana, Sam Nujoma de Namibie et Dr David Kenneth Kaunda de la Zambie. Un compatriote congolais évoluant dans les sphères des Nations Unies, a exprimé ses sentiments sur l'avenir de l'Afrique. Il y a des progrès qui ont été réalisés. Nos pays sont engagés actuellement dans les développements économiques, mais en même temps, nos pays traversent encore malheureusement une situation douloureuse de crise qui affecte beaucoup de pays. Je crois que le message d'aujourd'hui est que nous devons davantage aller vers la paix. Nous devons davantage sécuriser nos pays et nous devons davantage encourager l'intégration au sein de l'Union africaine. C'est cela le message que les jeunes ont envoyé à tous les chefs d'État présents ici. À l'Assemblée nationale, les députés ont poursuivi aujourd'hui l'examen et l'adoption du projet de loi relatif à la conservation de la nature. Il s'agit d'un projet de loi de 76 articles et 14 articles seulement ont été adoptés avec amendement, nous dit Poncien Chissongo. C'est une séance plénière déterminée à en découdre avec la protection de l'environnement en République démocratique du Congo qui s'est déroulée ce jeudi 30 mai 2013 à l'Assemblée nationale sous la conduite de l'honorable Obé Minakou. Les amendements, tant du point de vue de la forme que du fond, répertoriés par la Commission permanente, environnement et ressources naturelles, se sont vus les uns soit intégrés et les autres rejetés. Objectif, obtenir un projet de loi relatif à la conservation de la nature, assorti de discussions sans complaisance dans l'intérêt de la gestion orthodoxe du patrimoine environnemental national. Ce projet de loi sous examen à la Chambre basse du Parlement comprend 76 articles, mais au regard de la pertinence qui s'en dégage, les honorables députés nationaux ne sont parvenus ce jeudi qu'à adopter 14 articles seulement, comme pour affirmer que la matière demeure encore abondante, car rien ne sert à courir, mais il faut partir à point, dit-on.
Les pays membres de l'autorité du lac Tanganyika sont invités à honorer leurs cotisations. Theresia Loga, ministre d'État à l'environnement de la République unie de Tanzanie et présidente de cette association, est venue rappeler cela au Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Gisèle Ngaloa, Christian Ochudi. La République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Burundi et la Zambie, ces 4 pays membres de l'autorité du lac Tanganyika doivent apporter leur contribution pour le paiement du personnel du secrétariat de cette autorité. Le Premier ministre Matata Ponyo a été informé des difficultés que rencontre l'autorité du lac Tanganyika par la ministre d'État à l'environnement de la République unie de Tanzanie, également présidente de cette organisation dont le siège se trouve à Bujumbura, au Burundi. The Lake Tanganyika Authority have the responsibility to go to each country. Ça a été très difficile pour payer le personnel de l'autorité du lac Tanganyika. Et comme je suis effectivement la présidente de cette autorité du lac Tanganyika, il m'appartient de faire la ronde, aller voir les hautes autorités des 4 pays, surtout les premiers ministres et les autres, pour que les pays puissent être sensibilisés pour leur acquittement, pour qu'ils payent. Le Premier ministre a cherché à comprendre comment les autres pays ont accédé au développement pour que la République démocratique du Congo puisse partager leur expérience. C'est ce qui a fait l'objet de l'entretien que Matata Ponyo a eu avec le professeur James Robinson de l'Université d'Harvard et spécialiste des questions de gouvernance et des institutions. L'hôte du Premier ministre a constaté des efforts de bonne gouvernance fournis par les gouvernements de la République à travers les différentes réformes entreprises. Et en complément d'information, notre confrère Guy Matundu nous signale que M. James Robinson est professeur d'économie, spécialiste des questions de développement et des institutions à l'Université d'Harvard aux États-Unis d'Amérique. Matata Ponyo a échangé avec lui dans le cadre des efforts de redynamisation des institutions gouvernementales, précisément dans l'administration publique. Cela pour accompagner le développement du pays en cohérence avec la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité. Le gouvernement Matata s'appuie sur la longue expérience du professeur Robinson dans le cadre de ses recherches menées sur des institutions publiques en appui au développement. Il est l'auteur de plusieurs publications, dont la dernière parle de l'histoire des institutions en République démocratique du Congo. Le ministre de l'économie et commerce a ouvert le séminaire de formation des agents de son ministère, mais avant cela, il a présidé au nom du Premier ministre l'ouverture du salon automobile à Kinshasa. Pierre Mbouyou pour le reportage. C'est au nom du Premier ministre chef du gouvernement que le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobagebole, a procédé à l'ouverture officielle du salon auto et équipement Kinshasa 2013 à l'esplanade du stade de Martyrs de la Pentecôte. Cette foire sectorielle revêt un caractère indispensable pour les opérateurs économiques et traduit la volonté du gouvernement de la République de créer une classe sociale moyenne. L'ouverture du salon de l'automobile et de l'équipement est l'un des signes que notre pays est pleinement engagé dans la révolution de la modernité voulue par le président de la République. En même temps, une confirmation du fait que le gouvernement met son ambition dans l'expansion du commerce national et international. Bien avant cela, le ministre Jean-Paul Nemoya a procédé à l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des agents et cadres du ministère de l'économie et commerce à la foire internationale de Kinshasa, une façon pour le gouvernement de combattre les tracasseries et les harcèlements des fonctionnaires vis-à-vis des opérateurs économiques. Il était nécessaire que dans le cadre d'une formation appropriée, nous puissions revenir sur le code déontologique de sorte qu'il puisse appréhender et intérioriser les vertus cardinales du contrôle économique. Le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires célèbrent la journée mondiale sans tabac afin d'alerter le public sur le danger lié au tabagisme. En attendant la célébration de cette journée demain vendredi, Louis-Dor Balekelai nous propose une réflexion sur le tabagisme. Suivez. Le tabagisme qui tue actuellement une adulte sur 10 dans le monde est la principale cause de décès. Cette année, la journée mondiale sans tabac est axée sur l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage.
Chaque parti à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac est tenu d'instaurer une interdiction globale de toute publicité en faveur du tabac, de toute promotion et de tout parrainage du tabac dans les 5 années suivant l'entrée en vigueur de la convention pour cette partie. Il a été démontré que l'interdiction globale de la publicité faisait baisser le nombre de personnes qui commencent ou qui continuent à fumer. Il ressort également des statistiques que l'interdiction de la publicité en faveur du tabac et du parrainage est l'un des moyens les plus efficaces de réduire la demande de tabac et donc l'un des moyens de lutte anti-tabac les plus rentables. L'épidémie mondiale de tabagisme tue chaque année près de 6 millions de personnes, dont plus de 600 000 sont des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Si rien n'est fait, cette épidémie entraînera plus de 8 millions de décès par an d'ici 2030, dont plus de 80% surviendront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. La journée mondiale sans tabac vise à protéger les générations actuelles et futures non seulement des conséquences désastreuses du tabac sur la santé, mais aussi du fléau que le tabagisme représente pour la société, l'environnement et l'économie, ainsi que l'exposition au tabagisme passif. La campagne de 2013 a plus précisément pour objectif d'inciter les pays à appliquer l'article 13 de la Convention cadre et les directives qui s'y rapportent afin d'instaurer une interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage afin que moins de gens ne commencent ou ne continuent à fumer et de soutenir les efforts entrepris au niveau local, national et international pour contrer les stratégies employées par l'industrie du tabac en vue de retarder ou d'empêcher l'interdiction globale de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage. Concernant l'an 1 du gouvernement, la rédaction du journal télévisé vous propose depuis un certain temps les diverses interventions des ministres. Et aujourd'hui, nous vous proposons un extrait du ministre des Mines. Vous savez, en 2007, la production ne dépassait pas 50 000 tonnes de cuivre. Je prends la référence du cuivre, parce que c'est le métal le plus en vue. Aujourd'hui, cette année-ci, les prévisions de production sont de 800 000 tonnes. Vous savez, les années Mobutu, c'est qu'il n'y avait que la Gécamine qui produisait le cuivre. Et le top a été atteint en 1986. On a produit 470 et quelques mille tonnes. Nous avons fait le double. Si Dieu le veut, l'année prochaine, si l'énergie électrique est là, nous pouvons dépasser le cap de 1 million de tonnes de cuivre. Les résultats, c'est aussi la production dans le domaine de l'or. Vous avez vu qu'on a fait très longtemps que la production de l'or n'était pas là. Que par exemple, en 2006-2007, les statistiques officielles n'ont donné qu'un chiffre de 200 kilos d'or. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kilos et nous voulons faire une ceinture de production d'or à l'est du pays et nous allons parvenir. Et à la fin de cette édition, vous suivrez l'intégralité de cet entretien. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, poursuit sa tournée en province orientale. Demain, c'est l'étape de Yangambi, mais aujourd'hui, nous vous proposons celle d'Otokila. Françoise Boulabouaki. C'est par le majestueux fleuve Congo que le vice-premier ministre, ministre du budget et sa délégation ont fait la traversée. Près de 80 km pour atteindre sur la rive gauche l'Otokila. Petite observation, pas un navire croisé sur le voyage, même pas de prestige. Conclusion, le terrain n'intéresse plus. L'idée du patron du secteur économie, finance et reconstruction au sein du gouvernement, la construction de l'aéroport moderne, le chemin de fer et un port avec capacité pour accostage des gros navires. Investi depuis 4 mois, le gouvernement provincial de la province orientale a eu l'idée de cultiver le riz ici à l'Otokila. Il pousse sur 117 hectares. La récolte est annoncée dans 4 mois. À cette population, Daniel Mukoko Samba a donné le sens de cette mission économique qu'il conduit. Bomboka ekende liboso, il faut misala et salema. Batu bazala na misala, bayeba kozwa salaire. L'histoire de l'Otokila est intimement liée à sa sucrière, bâtiment qui aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même. Des véhicules fantômes
de la ferraille, la culture de la canne à sucre a cédé place au règne de l'herbe sauvage. 3000 emplois sont partis en fumée avec tous ces effets d'entraînement. Les derniers événements qui se sont produits à Béni ont traumatisé la population de cette cité. Une délégation du gouvernement conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant est descendue sur place pour réconforter cette population. Myrène Deke et Youssef Abedi ont signé ce reportage. La situation sécuritaire à Béni dans le Nord Kivu est préoccupante. Tueries, viols, pillages, braquages et kidnappings répétés. Tel est le tableau du reste sombre qu'affiche cette ville. L'urgence s'impose donc. La délégation ministérielle dépêchée dans l'Est pour la recherche de la cohésion nationale, déchirée par plusieurs conflits, est allée sur place pour la véracité de faits. Aussitôt arrivé, l'administrateur du territoire de Béni, Amissi Kalonda, a présenté un aperçu général de la situation au vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubanpambo, chef de la délégation. Tenant à tout prix palper les réalités sur terrain, les membres de la délégation sont allés à la paroisse Notre-Dame de Pauvres, où 3 prêtres ont été enlevés en Baou, à 15 km de Béni. Une réunion avec la société civile s'en est suivie sous la supervision du gouverneur de la province, Julien Paloukou, réunion au cours de laquelle un cahier de charges reprenant les desiderata de la population a été présenté au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à sécuriser la population. Déjà, un premier contingent des policiers équipés est arrivé hier à Béni. Le dernier arrive incessamment, et ce, dans le souci de restaurer la paix troublée dans cette partie de la province du Nord Kivu. Après 12 mois des travaux, l'hôpital pour les policiers au Nord Kivu vient d'être inauguré par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej. Le ministre a aussi procédé à sa remise aux responsables de la police nationale congolaise, Oscar Malkaïj, Myrène Deke, Youssef Abedi. Il ne sera plus question de transférer le malade vers d'autres formations médicales. La police nationale congolaise du Nord Kivu vient de se doter d'un centre de santé, coût total des travaux, plus de 70 000 $ américains. Cette formation médicale, construite au camp Munzenze dans la ville de Goma, avec l'appui du Fonds social de la République, va à coup sûr soulager les policiers, leurs dépendants, ainsi que la population environnante en termes de prise en charge médicale. Aujourd'hui, les rêves étant devenu une réalité, c'est le moment que nous trouvons favorable pour remercier très sincèrement le Fonds social de la République et toutes les personnes qui se sont impliquées pour l'achèvement des travaux. C'est le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Richard Mouyej Manguesmans, qui a procédé à l'inauguration de cette formation médicale dénommée Charles Bisengimana. Ce avant de visiter ces différents locaux, médecine interne, pharmacie et salle d'opération. À en croire les observateurs, la matérialisation de ces projets jette les bases pour la construction dans les tout prochains jours d'un hôpital général de référence pour les policiers du Nord Kivu. Aux affaires étrangères, le vice-ministre s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Et quant au ministre de l'Industrie, lui a échangé avec une délégation d'investisseurs hollandais du groupe DVL venu solliciter un espace dans la zone économique spéciale de Maluku pour l'implantation d'une industrie automobile. Joson Debou. À l'industrie, les investisseurs hollandais du groupe Devel ont échangé avec le ministre Rémi Moussoungaï sur leur volonté d'obtenir de l'espace dans la zone économique spéciale de Maluku pour l'implantation prochaine d'une industrie automobile. Leur requête a trouvé un écho favorable auprès du ministre des tutelles qui leur a indiqué que telle est la volonté du chef de l'État et du gouvernement pour booster l'économie, entre autres grâce au secteur industriel en ce moment où le climat des affaires s'améliore. Dans l'autre temps, le ministre de l'Industrie a fait savoir que l'opération de récupération des sachets non biodégradables se poursuit avec celle de l'interdiction de la vente de l'eau en sachet dans les artères de Kinshasa en intelligence avec la police nationale congolaise. Aux affaires étrangères, le vice-ministre maître Célestin Toundé Akasende s'est entretenu avec l'ambassadeur de Japon en RDC, Yoshimasa
Tominaga. Avec sa politique équilibrée d'ouverture et de modération, l'Empire du Soleil Levant compte renforcer les échanges commerciaux avec la RDC pour permettre à notre pays d'accélérer sa politique de redressement et de reconstruction initiée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, à travers sa vision de la révolution de la modernité. Parlant de la guerre d'agression dont est victime la RDC, le diplomate nippon a soutenu que son pays s'investit pour une solution durable à la crise. En séjour à Mbujimaï au Kasso oriental, la ministre de la Justice et Droits humains a échangé avec les ONG de droits de l'homme, la société civile et les responsables des organisations internationales basées à cette ville diamantifère. L'essentiel de cet entretien avec Max César Locaté. Après la visite de différentes juridictions de Mbujimaï, Madame la ministre de la Justice et Droits humains, Wivine Mumba Matipa, a aussitôt entamé les audiences avec les organisations non gouvernementales de droits de l'homme, la société civile et quelques responsables des organisations internationales. De ces face-à-face, Madame la ministre voulait connaître les problèmes qui sont les leurs et tenter de trouver ensemble des solutions, si pas de palliatifs, à ces derniers. Wivine Mumba Matipa a clôturé sa journée au siège de son parti, le PPRD, où les femmes, alors très nombreuses, l'attendaient. Je voudrais d'abord féliciter la présence des femmes et noter la présence des femmes. Je suis très heureuse de voir une majorité de femmes ici et je crois que nous traduisons réellement dans ce parti le vœu de notre président. L'Uraïs veut toujours pousser le développement des femmes parce que c'est important pour le développement de notre économie, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. On sait qu'il faut être extrêmement courageux pour pouvoir porter le drapeau de notre parti à Kananga et à Mbujimaï. Nous le savons. Et c'est pour ça qu'on vous félicite. Parce que pour que vous soyez là, c'est que vous êtes des personnes braves. L'action de la MONUSCO en République démocratique du Congo a été présentée à la population à travers la journée porte ouverte organisée ici à Kinshasa par la police de la mission onusienne en RDC. C'était à l'occasion de la journée internationale des casques bleus célébrée le 29 mai. Venant vous d'ici, Mamita Wangoulouf. Exposition, animation culturelle, consultation médicale, sketch et prestations de l'orchestre des radios Okapi, ainsi que d'autres manifestations à la prison d'Indolo, tels sont les temps forts qui ont marqué la commémoration de cette journée. À la question de savoir ce que fait la police MONUSCO aux côtés d'autres forces, le commandant, le numéro 1 de la police MONUSCO, Jacques Dessilé, répond. La police MONUSCO est ici pour appuyer la police nationale congolaise dans son développement, dans la réforme. Et on fait ça au travers d'un travail conjoint avec le PNC, particulièrement en matière de la réforme. Nos gens aussi sont positionnés au travers 20 différents postes à travers le Congo, où on fait des visites, où on fait des tâches de conseil et de vérification auprès des différents commissariats. Il tient de noter que la police MONUSCO intervient dans la formation des différents centres d'instruction de la police nationale en RDC, à savoir Kapalata en province orientale, au Sud et au Nord Kivu, Kasangulu dans le Bas-Congo, Maluku à Kinshasa. Rendons-nous à l'université de Kinshasa où un complexe ultramoderne de recherche en sciences sociales sera bientôt construit. La maquette a été dévoilée hier. Ramazani. C'est hier, mercredi 29 mai 2013, que la maquette du complexe ultramoderne de recherche en sciences sociales, qui bientôt sera construite à l'université de Kinshasa, a été présentée au public. La cérémonie s'est tenue dans la salle de promotion de l'INUKIN, en présence du corps académique, de l'université et de nombreux étudiants conviés à la manifestation. Le complexe comprendra, selon l'architecte Matabaru Kisito, des salles de lecture sécurisées, des bureaux des professeurs et surtout un grand restaurant végétarien. Cette construction est le fruit de la coopération entre les centres de recherche en épistémologie des sciences sociales et humaines de l'INUKIN, crèche en sigle, et l'Association internationale pour la conscience de Krishna. Pour le professeur Mumbu, doyen de la faculté des lettres, ce complexe ultramoderne offrira à notre pays une énorme opportunité à s'ouvrir à d'autres cultures du monde. Le crèche nous a invités pour réfléchir sur l'altérité
sur l'autre, sur les autres cultures, sur les autres philosophies, sur les autres nations qui ont, elles aussi, ont élaboré des cultures nationales. Et nous pouvons puiser dans ces cultures des autres. Et à l'UPL, notre confrère Max César Locaté vient de soutenir son mémoire en vue de l'obtention d'un diplôme d'études approfondies DA à la Faculté des sciences économiques et relations internationales. Lisette Mujinga. Deux soutenances de mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en psychologie a eu lieu lundi 27 mai 2013 à l'Université pédagogique nationale UPN. Max César Locaté, Itoko Bakandolinga, journaliste à la RTNC, a soutenu le travail intitulé « Motivation des électeurs quinois dans les choix des candidats à la présidentielle de 2006 ». Il a démontré à travers cette étude à connaître les niveaux de maturité politique de la population quinoise, en particulier en matière d'élection. S'agissant de la population quinoise, les motivations de type affectif n'étaient pas prépondérantes par rapport aux autres types de motivations. Après débat et délibération, ce travail dirigé par le professeur Nzei Kimu Nzili et Alzia Dimbu a été reçu avec mention grande distinction. Ensuite, c'était le tour de l'honorable Nicolas Akpanza Mobouli, avec pour thème « Formation en entreprise, fonds perdus, analyse des opinions des cadres et agents des 4 entreprises publiques ». Selon lui, la formation devrait apparaître aux yeux des responsables des entreprises et des travailleurs comme une valeur de travail par excellence pour le développement de l'entreprise en ce qui concerne le recrutement, la production, l'amélioration de performance, l'amélioration de la qualité du produit ou service, l'adaptation aux nouvelles technologies, l'accès à la promotion, l'évaluation et la cotation ainsi que l'entrée en compétition sur le marché national et international. Après débat et délibération, ce travail dirigé par le professeur Nzei Kimu Nzili Fukusala et Kidinda Chandungo a été reçu avec mention distinction. Une autre soutenance dans la même faculté, cette fois-ci à l'UNIKIN, c'est celle sur le leadership de la RDC en Afrique centrale et ses capacités à faire face au choc monétaire venu de l'Union européenne. Médard Mouyala. Des activités scientifiques s'intensifient à l'université de Kinshasa. La multiplication des soutenances des thèses de doctorat et des mémoires de 3e cycle démontre à suffisance que l'alma mater remplit son contrat social vers la conversion du système LMD, licence, maîtrise et doctorat. Nous avons proposé que dans notre pays, les autorités puissent mettre en place une politique commerciale au niveau de l'extérieur qui sera basée sur la diversification de nos exportations. Et cette politique commerciale devra être couplée avec une bonne gouvernance. C'est ça qui va nous permettre à ce que nous puissions être capables de réagir au choc monétaire en provenance de l'Union européenne et d'amortir ces chocs en temps voulu et en temps réel. Un chercheur s'est intéressé aux déterminants géopolitiques comme facteur de puissance étatique en relations internationales. Pour l'auteur, la République démocratique du Congo dispose des atouts pour jouer un rôle de leadership dans la sous-région, mais à condition qu'elle puisse parvenir à la cohésion nationale. Le pays, soutient-il, dispose de potentiels économiques énormes s'ils sont accompagnés de la bonne gouvernance, peuvent amener au développement durable. Du 29 au 30 mai 2013, le ministre de la Santé publique a présidé la réunion du Comité national de pilotage. C'était pour la mise en œuvre des programmes et des plans dans le secteur de la santé. Virginie Lofembe. Plusieurs allocutions ont été prononcées pour la circonstance, celui du représentant AI du secrétaire général de la santé, qui a rappelé à l'assistance le rôle primordial du comité national de pilotage, qui est l'organe de concertation sectorielle dont le mandat est d'appuyer le ministère et faire le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale, ainsi que l'alignement des interventions sur la politique nationale. Le coordonnateur AI du groupe Interbailleur Santé a saisi l'occasion pour féliciter le gouvernement de la République du Congo pour avoir pris l'initiative de recourir à des
mode de contractualisation pour l'achat des médicaments à travers le FEDECAM et celui des équipements médicaux via l'UNICEF, ainsi que celui du représentant de l'OMS en RDC. Durant 2 jours, les participants à ces assises vont se pencher sur les 2 priorités, à savoir le processus de la mise en place des divisions provinciales de la santé, du processus de la mise en œuvre du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. Convaincu de la détermination des participants, Félix Kabange Numbi s'est exprimé. Les présentes assises tombent vraiment au bon moment et donnent une des meilleures occasions d'échanger avec sérénité sur les préoccupations, les impatiences et les exigences des uns et des autres. Fin de ce journal réalisé par René Ngwangu et Loubou, coordonné par Louis-Dor Balekelai, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukouma Mengipanji. Merci à toute l'équipe technique et à Patrick Michel Moukouyi pour sa plume. Merci également à vous, madame, monsieur, de l'avoir suivi demain 7h, Suzanne Lumana, et à 10h, Janine Kalinga. Au revoir.